Après avoir abordé dans le CM numéro 17 la complexité du métier d'enseignant, nous allons approfondir l'idée en nous engageant sur la complexité à faire des choix au cœur de la tâche. Ainsi, complémentairement au sujet du CM précédent, on pourrait se poser la question, l'enseignant de PS doit savoir créer, à partir de la complexité de la tâche, les conditions favorables à la réussite de tous. Commentons cette affirmation. Bien, après une introduction sur l'exercice du choix, nous aborderons dans un premier temps le choix d'éducation, ou une seule acte, mais plusieurs modèles saturés de valeurs. Deuxième temps, les choix didactiques par rapport à l'EPS. Il est question de se développer, d'enrichir une culture et apprendre à gérer sa vie physique. Troisièmement, on verra les choix d'intervention, de régulation de l'enseignant, en particulier autour du statut de l'erreur. Et enfin, nous conclurons sur les choix pédagogiques, et en particulier les choix de groupement, et comment jouer avec ces groupements. Ainsi, chronologiquement, dans l'exercice du choix, il nous faudra premièrement déceler les priorités dans la tâche. Alors, si la tâche préexiste à tout investissement réel du sujet et fixe les conditions, les questions qui se posent sont comment assurer la correspondance entre la tâche et l'activité du sujet, c'est-à-dire entre les contraintes de la première et les ressources mobilisées par la seconde. D'un côté, des exigences d'une tâche, qui seront ses caractéristiques objectives, et puis de l'autre, les demandes, qui seront les caractéristiques subjectives correspondant au type et au niveau des ressources sollicitées. Là, je cite Jean-Pierre Famoz en 1983. Mais encore, si la tâche nous renvoie à un environnement direct, à la prise en compte des moyens nécessaires pour atteindre le but, les facteurs contextuels liés à l'environnement lointain, matériel, institutionnel et affectif, sans lien nécessaire avec le but assigné, sont alors susceptibles de faciliter ou inversement de contrecarrer l'activité de l'élève. Alors ainsi, on peut distinguer à ce niveau les facteurs de bruit, c'est-à-dire l'ensemble des distracteurs potentiels de l'environnement, et les facteurs d'enjeu, que l'on peut définir fonctionnellement comme les coûts et bénéfices objectifs que le sujet pourra tirer de la réussite ou de l'échec dans la tâche. Partant de là, Marc Durand, en 1996, distingue qu'en fonction du contexte d'enseignement, le choix dans la tâche sera tributaire, premièrement, du souci d'entretenir l'ordre, puis, deuxièmement, de favoriser la dynamique de la classe, donc l'idée d'animation. Puis, troisièmement, d'aider à les apprentissages. Et enfin, aider au développement, favoriser les prises d'initiative, faire évoluer un état d'esprit. Ainsi, en fonction du type de classe, du type de contexte, en fonction du type d'activité, en fonction du moment dans le cycle, on choisira de privilégier l'ordre, l'animation, l'aide aux apprentissages ou l'aide au développement. Après avoir décelé les priorités, l'enseignant devra dans un deuxième temps fixer les orientations et prendre surtout une décision. Alors, que signifie décider? Bien, ça sera en fonction des caractéristiques des élèves, premièrement. Une bonne orientation dans les décisions dépendra d'une bonne connaissance du contexte, de l'état d'esprit de la classe, des représentations des élèves, pas exclusivement, d'une bonne information de la part du professeur. En gros, il faudra qu'il soit capable de prendre la température ambiante. Partant de là, l'enseignant a une orientation, un cap à tenir. Mais il devra se montrer très réactif au regard d'informations diverses qui lui arrivent. L'activité cognitive est au contraire distribuée entre les membres d'un groupe, entre les individus et les structures environnementales et matérielles, nous dit Hutchins en 2005. Ainsi, l'enseignant devra prendre des décisions au sein d'une classe qui devra être pensée comme un système. Cela revient à dépasser les logiques individuelles. Il s'agit d'exploiter une intelligence collective, nous souligne encore une fois Hutchins. Cette intelligence collective pourra être désignée comme une cognition distribuée. L'idée de cognition distribuée, c'est l'idée de partage de contenu cognitif.
Il va falloir se pencher sur la conscience collective de la situation. C'est une somme, c'est un partage. Ce partage collectif peut être envisagé suivant trois formes, suivant un auteur, Cook, en 2007. Premièrement, il nous dit, cet auteur, il y a l'idée de la similarité. Premièrement, les acteurs de la classe, relativement à la tâche, ont des contenus cognitifs isomorphes, similaires. Deuxièmement, il y a l'idée d'un partage qui est une complémentarité. Les contenus cognitifs de tous les membres, tout en possédant une part commune, sont différents. Et enfin, un partage qui est une distribution. Et ici, les contenus cognitifs sont différents les uns des autres. Alors, penser la classe comme un système nous permet d'aborder une définition de la cognition distribuée, selon Hutchins. Il s'agit d'une propriété globale émergeant de processus distribués au sein du collectif. Dans cette perspective, la conscience collective de la situation d'une équipe émerge des processus d'interaction au sein de cette équipe et entre cette équipe et son environnement, sans qu'aucun de ses membres ne possède en propre une représentation et une compréhension de la totalité de la situation. Fixer une orientation et prendre des décisions, donc décider, ça va dans tout premier lieu dépendre de l'identification des besoins des élèves, premièrement. Ça va nous permettre de faire des choix quant aux formes d'entrée dans l'activité physique en question. Par exemple, le plaisir de maintenir la balle en jeu, en volleyball. Ensuite, les contenus d'enseignement, eh bien, les penser sous l'angle à la fois des filles et celui des garçons. On devra faire des choix. Les fonctions de l'évaluation et le rôle que jouent les feedbacks dans cette évaluation. L'importance plus forte accordée à répondre aux critères d'évaluation du professeur qu'au gain du match. On le voit souvent, les élèves remplissent des fiches parce qu'ils savent qu'ils doivent remplir des fiches et c'est ce qui compte plus que de s'intéresser au gain du match. L'approche pédagogique, ou est-ce qu'on prescrit à tous ou non? Comment on maintient une bonne température? Ensuite, le choix des formes de groupement en fonction des besoins, on va falloir se décider. Et puis enfin, sur les procédures utilisées, eh bien, comment faire cohabiter, on l'a dit tout à l'heure, filles et garçons dans une même situation de match. Nous avons vu qu'il était question de déceler des priorités, ensuite de fixer une orientation et puis donc de prendre des décisions. Maintenant, il va s'agir pour nous de voir comment tenir le cap et donc comment mettre en œuvre cet enseignement et comment l'assumer. Alors cette mise en œuvre de l'enseignement va nous entraîner du côté du choix d'éducation. Ce sont des comportements et des attitudes. Les enfants reproduisent les comportements sociaux vus hors de l'école et une grande vigilance du professeur dans ses choix éducatifs est à penser. Philippe Mérieux nous dit « La sanction est au cœur de l'entreprise éducative. La sanction est un outil de conformisation, mais simultanément, elle est aussi le moyen de promouvoir l'émergence d'une liberté. De même, on peut dire aussi le contrat, avec la pédagogie du contrat, gère tout un jeu d'attentes réciproques. Chacun attend donc quelque chose de l'autre. Cela passe aussi par des choix didactiques. Quelles représentations sont prises en compte? Quelle transposition vais-je opérer? Quel est l'obstacle à dépasser? Y a-t-il un contrat entre les acteurs? Je dois assumer mes choix. Est-ce qu'on choisit seulement des matchs ou faire des gammes? Ici, des conceptions de l'apprentissage s'entrechoquent. Je vais choisir de faire travailler des situations en 2 contre 1 car il y a trop de pertes de balles et peu de passes, trop de dribbles. Ici, il va s'agir de choisir le degré de difficulté des tâches. S'ajouteront ensuite des choix de régulation. Si les obstacles sont trop hauts pour certains élèves, je vais proposer plusieurs parcours avec des hauteurs d'obstacles différentes. Je vais ajouter des feedbacks, apporter des remédiations. Ce qui sous-tend un processus d'équilibration. Et derrière ce mot, il y a l'idée d'assimilation-accommodation. Des déséquilibres engendrés par des conflits entre les schèmes et les objets, vous vous souvenez. Donc, compensation traduite par des accommodations nouvelles.
Ici, Linda Hallal souligne qu'il faut introduire trois types de régulation. Elle distingue une régulation interactive, totalement intégrée à la situation, et alors là, il s'agit d'interaction élève-élève, on va agir là-dessus, d'interaction professeur-élève, ou matériel-élève. On va ajuster les paramètres entre ces deux lignes de tension. Elle distingue aussi une régulation rétroactive, se situant en aval de la situation d'apprentissage. Ici, c'est l'évaluation formative qui apporte un feedback à l'élève, et on va choisir une remédiation spécifique au problème grâce à ce feedback. Enfin, il est question d'une régulation proactive, qui se situe elle aussi en aval de la situation d'apprentissage. Il s'agira ici d'un renforcement, d'une consolidation de l'apprentissage. Premier transfert proche de ce qui a déjà été appris, et il est ici question du CDR pédagogique. C'est l'idée de faire des ponts, c'est l'idée d'un transfert possible de ce qui est appris vers un autre type de dispositif assez proche du précédent. Enfin, il y aura donc des choix pédagogiques. Par rapport au but fixé, on choisira des formes d'association d'élèves. De même, il existera des objectifs de socialisation intéressants. C'est le rapport du prof par rapport à l'élève. Comment je me positionne? Est-ce que je me place plutôt sur un piédestal ou j'accepte d'en descendre? Au bout du compte, il y a l'idée d'un professeur médiateur. Et là, tout l'enjeu des régulations et des choix à entreprendre se situe dans la part d'autonomie, de pouvoir que je vais accorder aux élèves. Enfin, donc, il sera question d'effectuer des choix pédagogiques. Par rapport au but fixé, on choisira des formes d'association d'élèves. De même, il existera des objectifs de socialisation intéressants. Il est question ici de la place du professeur dans la relation. Nous allons voir qu'il est plus facile de modifier les représentations, les attitudes et les comportements en groupe qu'individuellement. Et là, il y a un rôle fondamental de l'échange, de la discussion, qui entraîne une plus grande implication et diminue les résistances. Le prof est ici un médiateur. Nous allons prendre maintenant chacun de ces quatre choix plus en détail. Commençons par le choix d'éducation. Le choix d'éducation est un seul acte, mais plusieurs modèles sont derrière, saturés de valeurs. Il s'agit ici de mettre en œuvre un cadre général des besoins éducatifs, avec les caractéristiques des élèves qui sont en développement, pour parvenir à la formulation d'un projet pour la classe, une partie d'un projet de cycle. En EPS, nous faisons souvent référence aux techniques sportives. Sans doute, elles comptent, mais ainsi que leur didactique. Mais au-dessus, il y a plus urgent, plus difficile. Il y a la finalité et l'esprit d'éducation. Par exemple, identifier les problèmes de violence scolaire, de santé, sont prioritaires. Postnik, en 1979, souligne « Nos choix devraient s'opérer sur des finalités éducatives et devraient primer sur tout autre objectif. Mais souvent, dans nos enseignements, nous nous attachons à atteindre des objectifs essentiellement spécifiques, bien souvent trop étroits. » Bien alors, voyons quelles sont ces visées. L'exercice du choix est au cœur des mises en œuvre pédagogiques, et on ne doit pas perdre de vue les besoins éducatifs. Une des visées prioritaires, c'est la citoyenneté. Elle doit être au cœur du dispositif. D'une part, il s'agit d'imposer la loi, de construire la règle, d'accepter de travailler avec l'autre, de coopérer. Eh bien, le choix de l'enseignant, c'est d'une part de la souplesse et de la fermeté. Mais c'est une maîtrise du sujet qui est aussi fondamentale. Il doit maîtriser son sujet pour faire autorité. L'autorité fait partie du costume du prof, qu'il enfile avant de monter sur scène, quand il rentre dans la classe. Tout ce qui se passe dans l'espace de travail doit être du fait du professeur. Choix de la mise en place du rituel de cours, par exemple. C'est l'enseignant qui est le grand ordonnateur. Concernant la règle, ensuite, il choisira de faire dire les incidents pour rendre nécessaire la règle. Concernant l'acceptation des autres, face aux incivilités, l'enseignant devra trouver les moyens didactiques et pédagogiques pour créer du lien symbolique. Et pour savoir aider plus que réprimander les élèves, les sachant plus sujets à un manque, à une frustration. Il y aura aussi la mise en projet.
Et là, c'est un choix autour de donner l'intention d'apprendre, c'est l'idée de donner du sens. Donner, construire les outils pour apprendre en autonomie, produire, concevoir, analyser. Ici, c'est l'idée d'une caisse à outils où on se trouve ici dans le constructivisme, dans le socio-constructivisme et l'approche par compétence. Et ici, il s'agit de maintenir un équilibre délicat entre le type d'assistance dont l'élève a besoin pour traiter le contenu et l'acquisition graduelle de l'indépendance nécessaire au traitement autonome de l'information, nous dit Tardif en 1992. En d'autres termes, la construction de la compréhension a besoin d'un étayage que l'enseignant retire à mesure que les élèves acquièrent cette autonomie. Et enfin, la dernière valeur importante, ça sera la santé. Plaisir d'agir, des actions spécifiques dans l'établissement, il y a des notions d'obésité qui sont traitées dans chaque établissement en ce moment. En EPS, c'est la CP5 autour de savoir s'entraîner, apprendre à gérer son capital corps. Maintenant, deuxièmement, concernant le choix didactique. Eh bien, il s'agit ici de mettre en relation un choix équilibré des APS, un choix de modalités d'entrée et d'évaluation, offrant à chacun l'occasion de s'exprimer individuellement et collectivement, un choix de contenu accessible à l'élève et prometteur d'une transformation. Alors, première action didactique, c'est déjà dans le choix équilibré des APS, à travers notamment la programmation dans l'établissement. S'organiser pour que les élèves soient tous quelque part en réussite en EPS, dans ce choix, permettre le développement de différents types de ressources sur une année, ou 2 années, ou 4 années au collège, une culture corporelle diversifiée, différents types d'efforts aussi, que l'élève se heurte à différents types d'efforts, donner le moyen pour savoir gérer sa vie physique, trouver un compromis entre les caractéristiques des élèves et la saveur de chaque APS, c'est-à-dire ne pas aseptiser, ne pas asexuer les APS qui sont proposés. Ici, finalement, chacun devrait trouver un espace d'expression et de développement de ces différentes ressources. Sera recherchée une diversité du type d'effort dans les pratiques. Sera aussi préservée une épaisseur culturelle dans les APS, pour faire référence à Jean-Luc Ubaldi, et sera offerte aussi l'occasion d'un révestissement hors de l'école. Il ne sera pas aisé aussi de faire un choix quant à la situation initiale d'entrée dans l'activité, une situation qu'on appelait une situation de référence, qui est une situation qui est complexe maintenant, présentant d'emblée les attendus du cycle, ainsi que les critères d'évaluation, où sera montré et matérialisé l'équilibre entre les critères de maîtrise et de performance. De plus, on s'efforcera de minorer les capacités génétiquement reçues. Ici, on cherchera à travailler par exemple sur le différentiel de l'élève entre son lancer avec élan et sans élan. On essaiera de bien cibler l'obstacle à dépasser dans cette situation englobante. On s'efforcera de bien faire rentrer l'ensemble des élèves dans le barème, que le moins bon y trouve un intérêt et que le meilleur se heurte tout de même à de la difficulté. De plus, il sera nécessaire que la référence commune soit bien précisée à tous. Par exemple, un nager vite valorisant les bras et le rôle de la tête, une activité gynique valorisant la verticale renversée. On renforcera la référence à soi en permettant le choix de contrat, ce qui permettra la formulation de projets différents au sein du même dispositif. Et enfin, dans cette situation d'entrée dans l'activité, il y aura l'idée d'aventure collective, où il y aura du risque, de la mise en jeu, un lieu de confrontation, d'échange, de partage. Parmi les choix didactiques, le troisième aspect essentiel, c'est le choix des contenus d'enseignement. Ici, efficience prend le sens d'efficacité au moindre coût. Il sera ici nécessaire de bien cibler les contenus qui permettront d'accéder à ce mode d'action le plus économique possible et efficace. Le troisième point est le choix d'intervention et de régulation. Donc ici, en gros, 3 idées. Notre omniprésence est impossible, premièrement. Donc il faudra trouver des artifices qui sont des règles de vie, des routines, des modes de circulation, des régulations à partir d'artifices tels qu'une horloge pour nous aider à travailler. Deuxièmement, il y aura la stratégie dans le choix des feedbacks par rapport à ce qui est essentiel pour aider au fonctionnement. Troisièmement, il y aura la réactivité de l'enseignant face à ce qui est prévisible d'une part et ce qui est imprévisible. Et ici, l'enseignant est partagé dans son intervention entre une volonté de rationalité et une volonté de rationalisation, nous disent des auteurs tels que Jacques Saury
dans action, signification et apprentissage en EPS. Ici, la cohérence de l'intervention de l'enseignant se trouve à l'interface entre cette idée de rationalité et de rationalisation. Rationalité signifie que l'on ne peut atteindre une cohérence absolue. La rationalité n'a jamais la prétention d'épuiser la totalité du réel, mais elle a la volonté de dialoguer avec ce qui lui résiste. Deuxièmement, la rationalisation consiste, elle, à l'opposé, à vouloir enfermer la réalité dans un système cohérent, et tout ce qui, dans la réalité, contredit ce système est écarté, oublié, mis de côté, vu comme une illusion, une apparence. Et là, je cite Edgar Morin en 2005, dans l'introduction à la pensée complexe. Dans cette interface entre rationalité et rationalisation, l'enseignant aura un outil précieux qui est s'appuyer sur les erreurs des élèves. Jean-Pierre Astolfi, en 1997, distingue 4 types d'erreurs sur lesquelles l'enseignant va pouvoir s'appuyer pour réguler. Des erreurs relatives à l'objectif, où le problème qui est derrière, c'est un problème de compréhension, et les remédiations tourneront autour de clarifier le but. Deuxièmement, il y aura des erreurs relatives aux représentations. Et là, ce sera souvent un problème de sens, de signification. Et il faudra faire prendre conscience aux élèves, matérialiser, comparer les choses pour qu'ils s'en sortent mieux. Ensuite, il y aura des erreurs relatives aux procédures. Les procédures, c'est un problème d'ordre des actions à entreprendre pour réussir. Il faudra ici l'aider à rechercher des critères d'efficacité en s'appuyant sur le matériel, sur des comparaisons, sur des répétitions. Et enfin, des erreurs relatives à l'exécution. Ici, souvent, ce sera un problème de coordination, un problème d'équilibre. Ici, Astolfi propose de répéter dans un contexte varié, progressif en passant de l'exercice à la situation plus globale. Enfin, quatrièmement, l'exercice du choix se fait au niveau du pédagogique. D'une part, la construction des groupes de travail est bien souvent délicate. Pour choisir là où les formes les plus appropriées, il convient d'abord d'étudier différentes formules, leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, dans la revue EPS 317 en janvier 2006, Nathalie Gall-Petitfaux nous présente comment elle a su installer des groupes de travail dans un format pédagogique inactif. Au fil des séquences, elle joue sur les relations et contacts variés pour organiser, faire naître des affinités, des échanges tout en dynamisant l'apprentissage. Elle pose ici la question de la nature de l'activité collective du groupe. Dans cet article, elle illustre magistralement ce choix qu'opère l'enseignant pédagogiquement entre l'ordre, entre l'idée de dynamiser et de socialiser et entre l'idée d'aider aux apprentissages. Alors pour terminer, des auteurs tels que Jean-Pierre Astolfi, Méhard et Berton ont montré que derrière les formes de groupement, il y aurait des principes de choix. Par exemple, si l'on souhaite mettre le groupe de référence sur la base d'un projet, d'un contrat, alors on orientera notre choix sur tel type de groupe. Deuxièmement, contrebalancer les effets négatifs, ça consistera à varier les formes de groupement, alterner le travail en grand groupe et le travail en groupe restreint. Ou alors, enfin, valoriser la collaboration et les savoir-faire sociaux. Ainsi, si l'on prend l'exemple des groupes de besoins, on groupe les élèves par lacune, par similitude, ce qui implique que les élèves peuvent avoir des performances différentes. Ce type de groupe n'est pas basé sur la performance. Deux élèves peuvent avoir des performances différentes et avoir des lacunes identiques sur la liaison course-impulsion, tout comme ils peuvent avoir un même niveau de performance, mais besoins différents. Course de haie, nombre d'appui, de foulée. L'aspect négatif, c'est la gestion pédagogique difficile et les problèmes pour certains élèves. Par exemple, dans le cas d'élèves asthmatiques, l'aspect positif, c'est que c'est une fonction d'intégration d'élèves de tout niveau et cohésion par rapport à la tâche. Exemple du cas de la course autour de la VMA. Ainsi, suite à ce CM18, nous allons aborder la prochaine fois comment, à travers la complémentarité didactique et pédagogique, on peut conduire efficacement la classe.